bonsoir. Oui, ça. Le comité local Attaque Paris 19-20 est heureux de vous accueillir pour cette soirée débat avec Alain Deneau. Nous sommes aussi heureux de revenir au lieu-dit. Merci aux scènes de nous y accueillir à nouveau. Je vous rappelle le principe de ce genre de soirée et du lieu. C'est une entrée libre, c'est aussi une sortie libre. Mais si vous pouvez passer par le bar ou prendre un repas après la soirée, pendant la soirée, vous serez les bien accueillis, bien entendu. Merci aussi à Sonia de nous avoir préparé cette soirée. Je rappelle que le comité local donc, organise une fois par mois une manifestation. Le plus souvent, donc, nous les faisons dans les centres d'animation des deux arrondissements, Curial dans le nord 19e, Place des Fêtes au niveau à mi-chemin entre 19e et 20e, et puis Buzenval dans le sud. Nous faisons parfois donc ça au lieu-dit. Il devrait y avoir quelque part peut-être une feuille pour que vous puissiez laisser vos adresses mail si vous voulez recevoir régulièrement les infos qui concernent le comité local et donc ce que l'on fait. Je vous précise, comme vous avez pu le constater, que la soirée est enregistrée, mais il n'y a que les deux personnes ici qui seront prises, donc pas de souci pour vous, même lorsque vous interviendrez tout à l'heure dans la deuxième partie, vous serez enregistré de la voix, mais pas physiquement, si j'ai bien compris. L'enregistrement sera donc réalisé par hors-série, sera disponible sur le site hors-série.net et en accès libre. Alors cette soirée attaque et l'évasion fiscale, les paradis fiscaux, vous le savez sans doute si vous connaissez un peu l'association, c'est une vieille histoire. Nous avons bientôt 19 ans et on parle de ça notamment depuis... bientôt 20 ans, excusez-moi. Oui, voilà, bientôt 20 ans. Et on ne parle que de ça depuis ces 20 ans. Jersey est une de nos destinations favorites, notamment grâce au comité local de Saint-Malo qui organise chaque année une petite visite de l'île. Le Luxembourg est aussi une de nos destinations favorites, notamment lorsque des lanceurs d'alerte ont quelques soucis avec la justice. Depuis 2 ans, nous avons des cibles favorites, 2 ans, 3 ans. La BNP, cette banque formidable qui est quand même la première en termes de présence dans les paradis fiscaux, première banque française en termes de présence dans les paradis fiscaux. Et donc c'est pour cette raison que nous avions organisé avec d'autres organisations des fauchages de chaises. On fauchait les chaises comme avance sur impôt, de manière à ensuite, l'idée était de les donner à l'administration fiscale. Alors bien entendu, l'administration fiscale ne les a jamais vraiment acceptées, mais nous avons un petit peu contourné le problème en remettant un certain nombre de ces chaises à un des syndicats des impôts, qui est Solidaires Finances Publiques. Depuis 1 an ou 2, nous avons Apple en ligne de mire, afin qu'Apple paye ses impôts, et notamment son amende de 13 milliards d'euros que la Commission européenne lui réclame, justement pour ne pas avoir payé ses impôts. Nous agrémentons ses façades de blanc de Meudon. De temps en temps, nous allons occuper les locaux, et ça ne lui plaît pas beaucoup, ça ne lui plaisait pas beaucoup. C'est pour ça que fin décembre, elle nous a signé pour empêcher toute future action de même nature, en nous réclamant une petite astreinte pour une association comme la nôtre, de 150 000 € pour chaque action qu'on ferait contre elle. Le juge des référés n'a pas estimé qu'elle avait raison, puisque le juge a déclaré que nous agissions dans le cadre, je cite, dans le cadre d'une campagne d'intérêt général sur le paiement des impôts et l'évasion fiscale. Donc c'est pour ça que ce soir, on est heureux d'accueillir Alain Deneau, merci d'être venu, qui est philosophe, conférencier québécois et spécialiste des paradis fiscaux et du pouvoir des multinationales. Il est aussi, depuis 2016, directeur de programme au Collège international de philosophie à Paris.
Et il est aussi auteur de plusieurs essais, qui se trouvent pour la plupart ici, je pense, Noir Canada, Offshore Paradis sous terre, et puis plus récemment, et qui nous l'ont fait peut-être connaître un peu plus, Médiocratie et de quoi Total est-il la somme. Et il vient de sortir Faire l'économie de la haine. Ce soir, il va nous parler de la lutte contre les paradis fiscaux, approche technique ou politique. Lorsque les écoles se détériorent, qu'une clinique ferme, qu'un viaduc s'effondre, qu'un festival perd une subvention, c'est à cause des paradis fiscaux. C'est légal, nous dit-on. Alain nous dira, je pense ce qu'il en pense. Et c'est une occasion pour nous, de cette soirée, de faire une introduction pour la nouvelle campagne d'Attaque France, dont on doit avoir quelques affiches et quelques documentations qui traînent ici, voilà. Nous sommes 67 millions de victimes de l'évasion fiscale en France. Voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci à Hossein de l'accueil au lieu-dit. C'est toujours un plaisir d'être dans cette belle maison. Merci à Attaque, à vous tous du 19e et 20e arrondissement de Paris. Merci à Hors-Série et merci à Sylvain Hainaut d'Éco-Société d'être ici. Bon, je me suis dit qu'on est entre nous. Ce n'est pas vraiment la peine de faire un cours d'introduction aux paradis fiscaux. Bon, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est le Luxembourg. On ne va pas épiloguer sur les politiques du Liechtenstein ou sur la Suisse. On a, je pense, ici les prérequis. Et je me proposais ce soir peut-être de me faire plaisir, mais d'essayer d'expliquer en quoi, lorsqu'on a une formation en philosophie, il peut nous sembler fort pertinent de se pencher sur les paradis fiscaux et d'essayer d'aborder les choses sous cet angle-là qui appellera forcément un regard plus politique que technique. Bon, j'ai la conviction que la question des paradis fiscaux ne peut pas se faire sans un concours interdisciplinaire. Je pense que ce serait une erreur de considérer que l'objet paradis fiscal appartient à 2 ou 3 disciplines, là, nommément le droit, y compris le droit fiscal, la science politique et l'économie. Bon, je pense qu'à cela s'ajoute bien évidemment la sociologie, la psychanalyse, les arts, la philosophie. Bon. D'ailleurs, en ce qui concerne les arts, je me suis intéressé beaucoup à la question dans le livre Offshore, qui a été coédité par La Fabrique et Éco-Société. Je me suis beaucoup intéressé à ce que Balzac a pu dire du secret. Et en quoi ce que Balzac dit du secret nous en apprend beaucoup sur le secret, tel qu'il est véhiculé dans l'univers offshore. Je me suis aussi intéressé à ce que le philosophe sociologue Georg Simmel dit du secret et de la politique du secret face aux exclamations scandalisées de gens riches qui tout d'un coup voient l'administration fiscale faire intrusion dans le secret administratif, quoi. Et ce qui est intéressant quand on lit Simmel, c'est de voir qu'au fond, dans les sociétés, il y a toujours une politique du secret, c'est-à-dire une délibération publique sur l'endroit où on trace la ligne entre ce qui est secret et ce qui ne doit pas l'être. Bon. Et donc, c'est en passant par des billets pareils qu'on peut additionner des discours de façon à cerner cet objet complexe que celui des paradis fiscaux. Un dernier exemple, en ce qui concerne le cinéma, est un remix, comme on dit, hein, un court-métrage constitué de reprises de films que j'ai eu la chance de faire avec Alexandre Gingras, un réalisateur. Un film qui existe autant en français qu'en anglais, qui est accessible en ligne sur Vimeo, qui s'intitule donc « Je ne savais pas que je savais ». Ou en anglais « Didn't you know you knew ». Et il s'agit d'un montage serré et vivant de différentes séquences de films d'Hollywood où on nous parle des paradis fiscaux. Allied Cayman Bank. Gene, tu dois y aller. Et transférer mon compte. Je savais pas que t'en avais un. Tu crois que je vivrais dans un paradis fiscal De merde pour enrichir des idiots et que je penserais pas aussi un peu à moi. Si tu habites sur l'île, t'es pas censé détenir un compte offshore. Il est de combien? J'y ai tout mis, il y a plus d'1 million.
Seigneur. Bon, ma spécialité à moi, De c'est... créer dans des paradis fiscaux des sociétés en commandite simple, principalement aux îles Caïmans. Bravo. Regardez bien la dernière que j'ai montée pour un client de la boîte Sony Caps. Il s'est fait plus de 14 millions de dollars l'an dernier, a payé moins de 4% au fisc, et encore il est lâche avec un lance-pierre. Mais il nous a payé 400 000 dollars d'honoraires, donc je fais tout pour lui plaire. Et ce que j'ai voulu montrer au-delà de l'anecdote, c'est que si ces intrigues sont déjà présentes dans un cinéma qui est produit par des investisseurs qui ont l'habitude de mépriser leur public, c'est parce que ce public ne jugerait pas vraisemblables les intrigues s'il n'y paraissait pas. Comment prendre au sérieux un grand baron de la drogue, un politicien corrompu ou un gestionnaire de multinationales s'il n'a pas accès aux paradis fiscaux? Ça ne serait pas vraisemblable. Et donc, le caractère vraisemblable de ces intrigues témoigne d'une compréhension certaine du public de la réalité des paradis fiscaux. Et ce film est une invitation à passer du domaine du divertissement au domaine de la politique. Bon. Donc, tout ça pour dire que ce qui m'intéresse maintenant, c'est davantage ce en quoi une approche philosophique, je ne dirais pas la philosophie, là, en me présentant comme un ambassadeur d'une discipline, mais une approche philosophique peut être en jeu par rapport à un certain nombre de notions, de termes, de concepts et de considérations. Il ne s'agit pas ici de faire du Kant ou du Hegel ou d'agir en professeur de philosophie ou en historien de la philosophie, mais simplement avoir cette sensibilité au concept. Et de voir comment les concepts sont au cœur, au fond, de la problématique offshore, en commençant d'abord par ceci, que les paradis fiscaux, et je les appellerai un peu plus tard les législations de complaisance, de manière plus large et générique, les paradis fiscaux représentent un problème tellement grave, tellement profond, qu'ils affectent le sens même des mots qu'on utilise pour en parler. Et c'est en cela déjà que j'ai trouvé pertinent, au fond, de mobiliser, je dirais, une sensibilité conceptuelle pour parler des paradis fiscaux. C'est-à-dire que dans un monde où il y a, dit-on, au moins 21 000 milliards de dollars qui circulent hors tout contrôle public dans ces législations de complaisance, dans un monde où il y a 80-90 pays qui ont absolument neutraliser le droit en ce qui concerne des secteurs d'activité névralgiques. Dans un monde où plus de la moitié des transactions financières ont lieu dans ces zones d'ultra-permissivité, on constate que c'est l'ordre lui-même qui change. Alors, les mots usuels qu'on utilise pour les penser se trouvent affectés dans leur sémantique même. Des mots comme État, souveraineté, droit, frontière, crime, loi n'ont plus la même définition depuis que les paradis fiscaux se sont déployés. Et ce qui m'a intéressé de faire, moi, dans différents travaux, c'est non pas mobiliser un corpus politique traditionnel pour penser la géopolitique offshore, mais de voir comment la géopolitique offshore affectait le sens même des mots qu'on est amené à utiliser pour en parler. Donc là, déjà, il y avait un travail conceptuel à faire, et c'est très certainement le cas en ce qui concerne la souveraineté. La souveraineté, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité qu'a un pouvoir, et très souvent on associe la souveraineté au pouvoir public, de prendre des décisions qui produisent un effet. Un État, aussi simplement que ça, un État décide qu'on cesse de fumer dans les lieux publics, on cesse de fumer dans les lieux publics. Et là, il peut mener une action décisive dans l'ordre social, dans l'ordre public. Donc, il peut décider à la place de la communauté qui lui est liée. Bon, les paradis fiscaux, les législations de complaisance, les îles Caïmans, les Bermudes, la Barbade, les Bahamas, le Panama, les îles Seychelles, Jersey, le Luxembourg, la République maltaise, ainsi de suite, abdiquent finalement leur pouvoir législatif et juridictionnel auprès d'intérêts financiers, commerciaux et industriels qui deviennent souverains, qui écrivent la loi. J'en ai parlé d'une manière plus étroite dans un livre qui s'intitule « Paradis fiscaux, la filière canadienne » où j'ai étudié comment des Canadiens avaient de toutes pièces créé les paradis fiscaux de la Caraïbe britannique, nommément les Bahamas, la Jamaïque, les îles Caïmans, Turques et Caïques, Trinité et Tobago, et j'en passe. Bon, et ce qu'on voit, c'est effectivement comment
c'est Pierre Lascaume et Thierry Godefroy aussi qui disent que ces législations-là louent leur souveraineté à des puissants banquiers qui se donnent un pays à la mesure de leur fantasme. Bon. Et donc, il s'agit d'un transfert de souveraineté, c'est-à-dire que dans les paradis fiscaux, les entreprises, le grand capital, la grande industrie, la haute finance deviennent souverains et sont à même de se voter des lois et de se donner des cadres qui ne sont pas contraignants, mais au contraire ultra permissifs. Donc là, il y a quelque chose à penser parce que la souveraineté devient réfractée. Ce n'est pas qu'il n'y a plus de souveraineté étatique, ce n'est pas que la République française cesse d'avoir, en quelque sorte, des prérogatives sur le territoire qui relèvent de sa législation. C'est que cette souveraineté-là se trouve en quelque sorte dupliquée et mise en concurrence avec un nouveau régime de souveraineté qui est celui des pouvoirs privés qui ont accès aux paradis fiscaux et qui créent des filiales. Et c'est toute la pertinence de ces législations-là de permettre à des puissances de s'affranchir des règles de droit dans les États qui sont les nôtres. Bon. Et ce qu'on peut constater aussi, au titre de la souveraineté, c'est qu'elle est réfractée aussi au sens où les États étant soumis au lobbying, à des jeux d'intérêt, à un phénomène de porte tournante, ils se trouvent soumis à un troisième type de souveraineté, mais je n'en parlerai pas ici, ce sera une conférence qui est la souveraineté du peuple, c'est-à-dire la possibilité qu'ont les gens de se mobiliser, d'aller à Jersey, d'aller à Luxembourg, de se fâcher, d'avoir accès encore étonnamment sur ce sujet-là à une presse qui est dégourdie et qui est capable régulièrement de sortir des scoops internationaux. Et donc d'essayer de peser, et de se montrer souverain, c'est-à-dire qu'il y a des peuples qui, en même temps, dans le monde aujourd'hui, par attaque, par le Tax Justice Network, par la plateforme paradis fiscaux et judiciaires, par différentes structures, essaient de se montrer souverains, c'est-à-dire de peser eux aussi sur le cours historique des choses sans nécessairement passer par les institutions publiques comme telles. Donc ça, c'est déjà un enjeu. Et ce qu'appellent les paradis fiscaux, je vais en parler à la fin, mais c'est une reprise complète des termes par lesquels on pense la politique, tellement ils ont affecté le contexte historique qui est le nôtre. Une autre notion, c'est celle de frontière. Jean-Luc Godard avait dit un jour « J'aime les frontières, mais j'aime pas les douaniers ». Bon, les bénéficiaires des activités offshore, les utilisateurs de paradis fiscaux, surtout les grandes institutions financières et les multinationales dans la grande industrie, diraient les choses en sens complètement inverse. Eux, ils diraient « J'aime les douaniers, mais je n'aime pas les frontières ». C'est ce que dirait un utilisateur des paradis fiscaux. Pourquoi? Parce que les multinationales se sont constituées comme ce que Marcel Aimé aurait appelé des passe-murailles. Et l'intérêt des frontières, c'est qu'elles existent pour les autres, qu'il continue d'y avoir des douaniers, mais pas de frontières pour soi. Donc on veut bien qu'un douanier soit là pour empêcher la classe moyenne de transférer ses fonds en Suisse ou au Luxembourg, mais pas soi. Bon, et c'est ainsi que se déploient, au fond, les frontières, c'est comme s'il fallait désormais les inscrire en pointillés. C'est qu'elles existent pour certains, mais pas pour d'autres. Et en ce qui concerne, par exemple, le régime fiscal, j'ai l'habitude de dire que la façon dont on a aménagé le droit des affaires à l'échelle de la mondialisation présente les administrations fiscales un petit peu comme des postes à péage sur une autoroute qui prévoiraient une voie de contournement pour les voitures de luxe. C'est-à-dire qu'on a d'une part une barrière pour une certaine catégorie de la population et on met hors jeu, au profit d'un accès privilégié à des législations qui, elles, mettent hors de concurrence des grands groupes. Et ce qui est intéressant quand on analyse des multinationales qui profitent des paradis fiscaux, nommément Total, à titre d'exemple, mais il y en a tellement d'autres, c'est de voir qu'elles profitent en priorité des paradis fiscaux parce qu'elles sont multiples et que c'est ce qui les définit. Et c'est ce qui donne un avantage concurrentiel aux grandes entreprises par rapport aux PME et aux particuliers. Nous sommes suffisamment en santé mentale pour savoir que lorsque nous sommes à Paris, nous ne sommes pas en même temps au Belize et au Luxembourg et à Hong Kong. Une multinationale n'a pas à faire preuve de santé mentale. C'est-à-dire qu'elle est partout en même temps. Parce qu'une multinationale, par définition, n'existe pas. Total n'existe pas. Boeing n'existe pas.
Danone n'existe pas. Ce qui existe, c'est un réseau d'entités, de filiales et de structures créées dans différents pays du monde. Mais le groupe que constitue la multinationale n'est pas un sujet de droit. Total n'existe pas en droit. Ce qui existe en droit, c'est 934 sociétés dans 130 pays. Et quand la firme nous dit « nous agissons légalement partout où le droit s'applique », ça veut dire que la filiale bermudienne de Total respecte scrupuleusement la loi des Bermudes. Donc, la filiale qatari de Total respecte rigoureusement la loi du Qatar, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas de régime de droit pour les multinationales. Donc, du coup, les multinationales sont d'emblée de tous les côtés des frontières. Elles n'ont même pas à passer le mur comme nous. Il nous faudrait le faire avec notre valise pleine de liasses de billets si nous voulions aller déposer nos avoirs en Suisse, en bravant des douaniers. Ils sont déjà partout. Une firme peut très bien, par exemple, avoir une filiale en Angola, extraire des richesses naturelles, se les vendre au prix coûtant à une filiale des Caïmans et, elle, vendre à gros prix à des clients cette production-là, sans évidemment que la marchandise soit physiquement déplacée. Ce sont seulement des jeux d'écriture comptable. Et donc, tous les termes qui concernent notre pensée politique sont aujourd'hui affectés par la réalité des paradis fiscaux. Et notre travail de militantes et militants, qui est aussi un travail intellectuel, est de repenser ce vocabulaire, de le mettre à jour vigoureusement et d'adapter notre discours à cette nouvelle réalité offshore-là, puisque la moitié de l'économie est dissimulée et administrée dans cette part aveugle du capital. Donc, ce serait un premier point. Un deuxième point concerne l'utilisation du langage pour blanchir des capitaux. Quand on pense au blanchiment d'argent, habituellement, on s'en remet à des techniques. On dit, bon, voilà, le blanchiment d'argent, c'est le passage d'opérations illicites aux champs licites, c'est-à-dire qu'on aura des fonds issus du trafic d'armes qui seront métissés à des fonds liés à une activité plus ou moins reconnue dans l'antichambre d'une législation traditionnelle, par exemple au Delaware ou aux Bermudes, et éventuellement ces fonds-là apparaîtront dans les circuits licites si tant est qu'on veut en disposer là. Il y a beaucoup de mécanismes qui favorisent la chose. Par exemple, je viens d'un pays, le Canada, qui a signé un accord de libre-échange avec le Panama. Donc, d'honnêtes investisseurs du Panama, qui, on le sait, une machine industrielle à blanchir les fonds issus du narcotrafic, notamment de la Colombie, vont pouvoir honnêtement, par la grande porte, investir massivement dans l'immobilier à Vancouver ou à Toronto pour blanchir des capitaux, pendant que le fruit de transactions multiples au coin des rues, dans des réseaux qui ne sont pas étrangers à cette activité du narcotrafic, pourront retourner aussi sous la forme d'investissements licites entre les mains de ceux qui, dans le Sud, souhaitent en disposer. Donc il y a des mécanismes comme ceux-là qui sont bien connus, mais il y a aussi le blanchiment par le langage. Et le grand problème auquel nous sommes confrontés par rapport à la question des paradis fiscaux, c'est que nous continuons à en parler dans les termes même de l'économie réelle. Nous continuons de dire que ce sont des législations. Nous continuons de dire que les entreprises qui n'y font rien, ce sont des coquilles vides. Les entreprises qui s'y trouvent mènent des investissements directs à l'étranger. Ils créent des fondations caritatives, des fiducies, des trusts, et ainsi de suite. Et c'est un vrai problème, parce qu'on finit simplement par le langage à intégrer les paradis fiscaux dans les processus économiques qui sont licites et standards dans une économie libérale qu'on n'est pas obligé d'aimer par ailleurs, mais qui reste au moins minimalement lisible et visible. Et donc là, on confond les deux mondes. Quand vous considérez
un article, je crois que c'était de l'Express, qui nous disait que Air France loue ses avions à une fondation caritative des Caïmans. Bon, je veux bien qu'on n'ait pas à juger ce qui relève, selon les uns et les autres, de la morale, mais bon, je ne sais pas si Air France est la première instance dans le monde à requérir la charité chrétienne. Bon. Donc, vous avez dans les paradis fiscaux des fiducies qui peuvent compter comme fondateurs, gestionnaires et bénéficiaires la même personne. Mais c'est une contradiction dans les termes. On ne peut plus dire que c'est une fiducie, parce que par définition, une fiducie implique 3 personnes au statut différent. Hein? Et donc, du moment que cette personne-là peut être la même, ou du moment qu'une fondation caritative peut louer des avions à Air France ou permettre à des familles de se voter des salaires dans un conseil d'administration pour faire transiter des fonds dans leur pays sous la forme d'un salaire, ainsi de suite, on se rend compte que ces structures-là méritent un autre nom et qu'il revient à nous de les désigner sous une forme critique et de cesser d'en parler sur un mode standardisant. Même chose pour les investissements directs à l'étranger. Hein. Je donne des statistiques de chez nous, mais si vous prenez les 10 pays où les sociétés canadiennes investissent le plus dans le monde, il y a 7 paradis fiscaux. Hein, le deuxième pays où les entreprises canadiennes investissent le plus dans le monde, après les États-Unis, bien sûr, c'est pas la Chine, c'est pas l'Allemagne, c'est pas le Brésil, c'est pas la France, c'est la Barbade. Ah, si vous y allez, vous verrez seulement 2-3 banques canadiennes, non, c'est tout. Bon, des pêcheurs, des agriculteurs, mais c'est une économie de la taille de la ville de Blois, quoi. Je veux dire, bon, et qu'on nous présente comme étant une grande destination du capital canadien. Et c'est dans les statistiques, on recense les données avec cette terminologie-là qui ne mérite pas sa nomenclature, quoi. Même chose pour l'idée qu'il s'agirait de législation. Alors que les lois qui sont votées dans les paradis fiscaux sont des anti-lois. Ce sont des lois qui visent strictement à neutraliser le droit tel qu'il est en vigueur ailleurs. C'est sous un jour macabre, l'injonction jadis généreuse de mai 68, là, il est interdit d'interdire. C'est en gros ce que disent les paradis fiscaux. Bon. Et enfin, on pourrait revenir sur l'expression elle-même. Bon, le gros problème qu'il y a avec l'expression paradis fiscal, hein, c'est 2 choses, hein, c'est paradis et fiscal, quoi. Bon, d'abord, paradis, hein, c'est-à-dire que des comptables cyniques qui, les premiers, dans les années 50 et 60, ont dû développer un vocabulaire pour parler de ça qu'ils étaient en train de mettre en place, hein, les Édouard Chambaud de ce monde-là, hein, se sont finalement retrouvés au début à créer des banques et à profiter de cadres législatifs ultra permissifs et libertariens, pour tout dire, dans d'anciennes colonies. Alors, on s'est satisfait de recycler l'esthétique coloniale. Ces îles lointaines avec des cocotiers, des palmiers, où toute licence est permise, avec des cannibales, des vaïnés. J'en parle, hein, j'analyse toutes les métaphores que fait Édouard Chambaud dans ses guides, hein, des paradis fiscaux qui étaient des références des gens de bien à la fin du 20e siècle. Hein, et toutes ces références coloniales métaphoriques là, apparaissent jusque dans l'expression paradis fiscal. Hein, ou le Steueroasen en allemand, ou le Tax Haven, le Havre là, en anglais. Donc ça, c'est le premier problème, c'est que lorsqu'on parle de paradis fiscaux, on réhabilite, au fond, l'esthétique coloniale absolument odieuse et impérialiste là, des années impériales, d'abord européennes. Ensuite, il y a toute la question, il y a l'exclusive hein, de l'épithète fiscale. Alors que les législations de complaisance en matière de fiscalité ne sont pas les seules qui existent. Pour ma part, je préfère parler de législation de complaisance plutôt que paradis fiscaux, donc pour 2 raisons. C'est que d'une part, on évite le vocabulaire d'inspiration coloniale. On essaie de nommer la chose sans être non plus trop, en quelque sorte, colérique, quoi, ou polémique dans la dénomination. On parle d'une législation de complaisance, là, donc qui n'est plus une législation qui vote des lois, c'est tout le problème. Hein. Les Bahamas votent des lois, hein, mais qui votent des lois complaisantes envers une certaine catégorie d'acteurs. Hein, et surtout parler de complaisance plutôt que strictement de fiscalité, puisque la complaisance porte sur un grand nombre de domaines. Et c'est une erreur de simplement s'en tenir à la fiscalité. Bien sûr qu'il y a des législations de complaisance de nature fiscale. Hein, la Barbade, la Suisse,
le Luxembourg, ainsi de suite. Mais encore là, on pourrait ventiler les vocations. Mais ne perdons pas de vue qu'il y a en outre, et d'une manière tout aussi problématique, des zones franches, des ports francs et d'autres paradis réglementaires. Et que lorsqu'on analyse le problème, on se rend compte que, au fond, chaque domaine a son paradis fiscal, chaque domaine a sa législation de complaisance. Et s'il y a quelques 80-90 législations de complaisance dans le monde, c'est parce que chacune a un champ d'expertise propre. Je les compare aux boutiques d'une rue commerçante. Évidemment, si dans une boutique, une rue commerçante, chaque commerçant vend le même fromage, on n'ira pas loin, quoi. L'idée, c'est de diversifier l'offre sur la rue. C'est la même chose avec les paradis fiscaux. On ne fait pas la même chose dans un paradis fiscal ou dans un autre. Si, par exemple, on veut pratiquer le hors-bilan, c'est-à-dire faire disparaître un passif des comptes d'une entreprise pour plaire à des actionnaires, on va au Luxembourg, ils savent faire. Si on veut travailler dans le domaine de la réassurance et contourner un certain nombre de règles, notamment en matière d'investissement dans le secteur de l'assurance, on va aux îles Turques et Caïques qui sont spécialisées dans le domaine. Saint-Kitts et Nevis est spécialisé dans les spams, dans les pourriels. C'est de là que viennent souvent nos spams. Administrativement, il n'y a pas nécessairement une horde d'informaticiens sur place, mais administrativement, la chose est gérée par là. Les plateformes pétrolières sont souvent immatriculées aux îles Marshall, dont celle du Golfe du Mexique qui a donné lieu à une marée noire il y a quelques années, gracieuseté de BP. En ce qui concerne évidemment la finance à risque, on pense aux Caïmans, aux Bermudes. Les Bermudes, c'est un petit peu le supermarché, là. C'est un peu la grande surface, quoi. Il y a un peu de tout, sans qu'ils soient spécialistes en quelque chose, quoi. Si on cherche à créer une société minière, on va au Canada. Le Canada a la législation de complaisance dans le domaine des mines. 3 sociétés minières au monde sur 4 sont canadiennes. Et le reste est le reste, quoi. Donc, quand on voit les choses comme ça, on se rend compte de ce que Marie-Christine Dupuis-Danon, criminologue qui a travaillé à l'ONU, indique dans son livre « Finances criminelles ». Parce que le problème aujourd'hui qu'on administre une multinationale, c'est pas de se demander si ce qu'on a pour dessein de faire est illégal, mais où est-ce qu'on peut enregistrer l'activité pour qu'elle devienne légale. Au fond, les paradis fiscaux sont comme un système de tricherie à la carte, quoi. C'est-à-dire qu'ils donnent accès à la légalité de quelques projets qu'on a en tête. Et c'est ce qui m'a aussi intéressé dans De quoi Total était la somme, c'était de voir comment une firme a des dirigeants qui continuellement plaident la légalité quand vient le temps d'expliquer que on a fait travailler de force des enfants, qu'on a pollué massivement au point de tuer les gens à un territoire entier du delta du Niger, qu'on a profité d'un endettement odieux en Algérie, qu'on a contourné des mécanismes de consultation, en tout cas dans l'esprit de la chose, en Argentine, qu'on bénéficie de fonds publics dans des projets hyper polluants en Alberta, qu'on a fixé les cours du marché pétrolier pendant des décennies en France au 20e siècle. Et tout ça est toujours légal. Il y a toujours la possibilité de rendre légal ce qui choque la conscience commune. Et le problème, en plus, c'est qu'il ne s'agit même pas de contredire les organisations privées que sont les multinationales quand elles plaident la légalité. Force est de reconnaître qu'elles ont pu profiter de trous dans la loi, du travail du lobbying, de vides juridiques, de la passivité du parquet, de quelque contexte que ce soit, pour bénéficier très souvent, pas toujours, mais très souvent, de la clémence des régimes et des juridictions. Bon. Voilà pour le premier point. Donc, d'un point de vue conceptuel, les paradis fiscaux nous contraignent à repenser la façon mentale qu'on a de découper les choses et de conceptualiser et de problématiser notre réel. Et je pense que ce serait être somnambule de continuer à penser les choses, je dirais, dans l'ancien corpus notionnel. Le deuxième point concerne l'évaluation des coûts. Qu'est-ce qui nous en coûte de voir des multinationales et des détenteurs de fortune à ce point délocaliser leurs actifs et le faire si allègrement dans les législations de complaisance? Qu'est-ce qui nous en coûte? Très souvent, à cette question-là, on attend une réponse en monnaie sonnante et trébuchante. On nous dit, c'est combien on perd? On est tout de suite dans le combien. Et je voudrais ici, moi, tenter d'allier des approches qualitatives et quantitatives. Bien sûr qu'il y va d'arithmétique, là. Mais au-delà de cet enjeu des pertes réelles, là, nettes, dans le trésor public, du fait que les multinationales contournent le fisc
en passant par les législations de complaisance en matière fiscale, il y a un phénomène, je dirais, dynamique qui représente des coûts encore plus grands pour les peuples et les communautés. Alors, je dirais qu'il y a 6 grands coûts qu'on peut analyser quant au recours par les grandes entreprises aux paradis fiscaux. Le premier coût, c'est le plus évident, donc c'est celui dont on parle tout le temps, je l'ai évoqué à l'instant, ce sont les pertes nettes. En France, on dit entre 60 et 80 milliards de pertes dans le trésor public liées au transfert d'actifs dans les paradis fiscaux. On aura des évaluations du genre par rapport à toute l'Europe, mais ainsi de suite. C'est une vraie perte, c'est un vrai problème. Il y a un manque à gagner formidable. Mais les problèmes ne font là que commencer. S'arrêter là, c'est rater le bateau en ce qui concerne le diagnostic et l'analyse du problème. Le deuxième problème, c'est qu'à la longue, les États se sont mis à se présenter en concurrence avec les paradis fiscaux. C'est-à-dire, ils se sont présentés comme ayant un lien de concurrence avec eux. Et donc, il fallait les imiter. Et donc, vous avez depuis des années, parmi les pays de l'OCDE, des États qui revoient à la baisse le taux d'imposition sur les sociétés. Donc, continuellement, on va nous dire, il ne faut pas que les capitaux fuient. C'était un ministre des Finances chez nous qui avait dit ça. Il avait aboli une taxe, un impôt sur les revenus en capitaux des grandes sociétés en disant non, sinon les capitaux vont s'en aller. C'est exactement ce qu'a dit Bruno Le Maire l'an dernier, ministre de l'Économie et des Finances ici, quand il s'est agi de revoir à la baisse, ici aussi, le taux d'imposition sur les sociétés qui est passé de 33,3 à 25 %. Même chose, au Royaume-Uni, il est rendu à 20 %, Suède 22 % Finlande 20 %, Allemagne 15 % selon les Länder. En Europe de l'Est, il est toujours en bas de 20 %, passé à 20 %, 25 % en France. Et en plus, on a soustrait les gains capitaux de l'impôt sur la fortune. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se dit, les paradis fiscaux, je vais y revenir tout à l'heure sur l'enjeu politique, mais les paradis fiscaux, ils nous font concurrence, il faut retenir les capitaux. Comment on va retenir les capitaux? On va les retenir tout simplement en les imitant. Et c'était exactement le sens de la phrase, je pense que personne ne l'a comprise, ou presque, le sens de la phrase, la déclaration de Nicolas Sarkozy à Pittsburgh en 2009, quand il avait dit, en faisant du Sarkozy, les paradis fiscaux, c'est terminé. Et tout le monde a compris de travers, parce que tout le monde a pensé qu'il disait vous allez voir de quel bois je me chauffe, je vais régler ça tout seul, je me retrousse les manches, et je vais mouiller ma chemise, et vous allez voir, je vais tous les convaincre, mais il n'y en aura plus. C'est pas ça qu'il voulait dire. Parce que si on additionne cette déclaration à d'autres, il voulait dire je vais tellement aménager le système fiscal français que ce ne sera plus la peine de recourir aux paradis fiscaux. Et je le cite dans Une escroquerie légalisée. Tenir des déclarations qui, bout à bout, deviennent en ce sens cohérentes. Bon. Donc ça, c'est le deuxième problème. Parce que si on impose, s'il y a d'une part des capitaux qui fuient de manière hémorragique, et d'autre part une baisse du taux d'imposition sur les capitaux qui restent, le manque à gagner est toujours plus grand. Bon, quand vient le temps de financer les hôpitaux, les écoles, les minima sociaux et le reste, l'accès au logement et tout ce qui nous tient à cœur, la culture. Bon. Et ensuite, il y a un troisième problème, c'est qu'on n'arrive pas à boucler le budget. Donc, on augmente la dette. Et là, c'est le monde à l'envers, parce que ce sont les contribuables qui, au titre du service de la dette, versent des capitaux aux institutions financières qu'on n'impose plus. Donc, plutôt que de les imposer, on fait la manche, on leur demande de nous aider à boucler le budget, et pour les remercier de se prêter au jeu, nous versons des intérêts à chaque année qui nous amènent à financer des services publics auxquels ils ne contribuent plus comme contribuables. Bon. Et donc, je suis allé voir, là, ici, une dette qui excède les 2000 milliards de dollars. Elle représentait, en 1995, pas si longtemps, 56 % du PIB. Maintenant, on est passé à 97 % du PIB. Bon, je ne sais pas à quel point ce sont des indicateurs absolument pertinents, mais cela donne une idée de la croissance de la dette, parce qu'on a moins de rentrées fiscales, il faut emprunter plus pour financer les services publics, dont bénéficient en plus les entreprises, parce qu'elles sont les premières à profiter de la présence d'un aéroport, d'un système de justice qui garantit l'enrichissement illimité, d'un système routier
d'un système de police qui va mater des grévistes quand c'est le temps, et le reste. Je veux dire, elles sont les premières à bénéficier des infrastructures publiques et des services publics qu'elles ne financent plus, mais que nous finançons en les payant en plus pour qu'elles nous aident à le faire année après année. Bon, et le quatrième point porte ensuite sur la tarification. C'est qu'on n'arrive jamais à boucler le budget. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On impose, on demande aux Français de payer 2 fois pour les mêmes services publics. Une fois comme contribuable, une fois ensuite comme utilisateur, comme client. Et là, embarque toute la rhétorique de ce qu'on appelle chez nous, et ça s'en vient ici, hélas, préparez-vous, la gouvernance. Et la gouvernance, qu'est-ce que c'est? C'est substituer la gestion de type privé à la politique. C'est tout confondre, tout conformer à une optique de type privé. Vous avez de plus en plus d'institutions publiques chez nous, notamment la Bibliothèque nationale qui se veut la gardienne du fait français en Amérique du Nord, qui nous aborde avec une faute de français en disant « chère cliente, cher client ». J'ai une carte de la Bibliothèque nationale, moi, c'est écrit que j'ai un numéro de client. Bon, mais nous ne sommes pas des clients. Nous ne sommes pas engagés dans une transaction de nature commerciale. Nous sommes à la rigueur des abonnés. Et quand on va à l'hôpital, on n'est pas des clients, on est des patients. Et quand on va au théâtre, on est des spectateurs, on n'est pas des clients. Et là, c'est rendu que dans la fonction publique, on est tellement aliéné par ce discours de la gouvernance que les collègues entre eux se désignent comme clients. Le client de la machine à café, c'est le collègue qui sert la machine à café. Et donc, on a mis dans la tête des gens que nous sommes des clients, même quand nous recourons aux services publics, pour nous faire oublier l'existence même des services publics et pour nous faire en sorte que nous financions 2 fois les mêmes services, c'est-à-dire une fois comme contribuable, une fois comme utilisateur. Et enfin, le 5e coût, qui est énorme, même s'il est moins visible parce qu'il ne suppose aucun transfert de fonds, c'est la suppression des services, la diminution des services, la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. C'est tout ce qui fait que le service public est de moins bonne qualité. Donc, il faudra payer soi-même quelqu'un pour l'aide aux devoirs. Il faudra payer soi-même pour un service de nature X ou Y en termes de santé, en termes de culture, en termes d'éducation, en termes de déplacement, de transport, de logement, auquel on pouvait avoir droit jadis. Et viendra le temps où on oubliera que ce service public-là existait jadis. Et tout ça est présenté d'une manière assez moralisatrice. Vous avez des chefs d'État très hautains, très méprisants, évidemment, ici vous êtes épargnés, mais qui vont dire des gens de rien, illettrés, que la fête a assez duré, que c'est fini ce temps-là, que maintenant il faut être rigoureux, c'est le père Fouettard qui a presque remporté l'élection présidentielle qui parlait du discours de vérité. Il fallait avoir le courage de dire la vérité après avoir eu un autre énergumène qui lui se présentait comme normal. Et on a toujours cette espèce de discours-là du courage, de la vérité, de la résolution, de la norme qui vient en quelque sorte contrecarrer des analyses, à savoir que ça va mal parce que l'État ne finance pas convenablement sa mission sociale. Parce qu'il n'impose pas les capitaux là où ils se trouvent. Au contraire, il crée des échappatoires pour permettre à ces capitaux d'évoluer à l'abri du fisc. Et le 6e point, le 6e coût, qui lui aussi, c'est pas à la mode d'en parler, mais faisons-le, qui est considérable, c'est la perte ou la stagnation des conditions de travail ou la diminution des conditions de travail dans la fonction publique, qui était jadis un facteur d'émulation de la classe ouvrière. C'est quand, tout d'un coup, dans la fonction publique, les fonctionnaires pouvaient aller chercher comme ça un statut, des avantages qu'on pouvait espérer que les choses suivent dans le privé. Et donc là, on a complètement retourné le rapport dans certains secteurs. Bon. Le 3e point, maintenant, qui se veut aussi de nature conceptuelle, concerne les solutions. Bon, je vais afficher mes couleurs, comme ça sera fait. Je pense que les solutions de nature technique, à l'OCDE notamment, visent à gagner du temps de la part de ceux qui profitent du régime. On est face à des pompiers pyromanes qui sont responsables du système et à qui on confie le soin d'y mettre fin. On a des gens comme chez nous... évidemment, la mémoire géographique, une fois que je suis ici, j'ai le bonheur d'oublier son nom. William Morneau, qui est ministre des Finances chez nous, tout en étant, par le biais d'une fiducie,
partie prenante d'une firme qui porte son nom et qui a des actifs à la Barbade. On a eu ici un Jérôme Cahuzac engagé dans la lutte aux paradis fiscaux, comme on peut l'imaginer. On a un ancien banquier à la présidence française, de la République française. On a un ancien premier ministre d'un paradis fiscal à la tête de l'Union européenne. Penser que ces gens-là, une seule seconde, sont sérieux dans la lutte aux paradis fiscaux est une farce, quoi. S'il s'agit de penser, de simplement réfléchir, de se dire, bon, qu'est-ce que ce serait vraiment la lutte aux paradis fiscaux si on n'était pas dans toutes ces fanfaronnades, ces mascarades et ce spectacle-là? Qu'est-ce que ce serait? Bon, déjà, le diagnostic qu'on ferait, c'est de dire que le problème des paradis fiscaux, ce sont les paradis fiscaux. Ça peut sembler tautologique et évident si jamais vous rencontrez un ministre des Finances, essayez de le lui expliquer. Alors, le problème des paradis fiscaux, ce sont les paradis fiscaux. On pourrait déjà commencer là. Pourquoi? Parce que c'est la loi en vigueur dans les législations de complaisance qui permet aux entreprises de délocaliser leurs actifs dans les conditions qui sont celles du régime, dans ces largesses-là. Prenez la loi des Bermudes sur les sociétés exemptées, les exempted companies, à l'image d'à peu près toutes les lois en vigueur dans les paradis fiscaux. Je continue de parler de paradis fiscaux parce qu'on s'y est tellement fait, mais un jour, il faudra vraiment travailler, prendre au corps cette expression-là. Qu'est-ce que dit la loi des Bermudes sur cette société-là? Vous savez que toute structure privée est une structure de droit, comme toute structure de droit. Une organisation à but non lucratif, une association loi 1901, une PME, il y a même des SAPO ici qu'on ne connaît pas très bien, mais qui sont une forme de structure qu'on peut créer. Donc, c'est le droit qui fait qu'on peut créer une structure. Bon, bien, aux Bahamas, il y a une législation qui a elle aussi, l'envergure du conseil municipal de Blois, qui vote des lois sur la possibilité de créer des entreprises. Donc, en vertu du droit des Bermudes, on peut créer des exempted companies, par exemple. On peut, comme investisseur, créer des structures-là en respectant scrupuleusement la loi des Bermudes. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Elle dit quand même des choses. Elle dit que des investisseurs peuvent créer une exempted company et donc bénéficier de toutes sortes d'avantages, exemption fiscale, opacité administrative, absence de suivi de la part de quelque autorité publique que ce soit, à la condition que l'entreprise n'ait aucune activité sur le territoire des Bermudes. Mais c'est explicité. Et ce sera la même chose à la Barbade, ce sera la même chose au Panama, ce sera la même chose au Caïmans, ce sera la même chose partout. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est un phénomène absolument outrancier d'ingérence politique. Ça veut dire que les Bermudes, qui représentent dans la géopolitique des schtroumpfs, les Bermudes légifèrent sur la façon dont le capital sera administré partout dans le monde, sauf chez eux. Donc, l'entreprise multinationale qui crée une filiale aux Bermudes peut dire au gouvernement de la législation où elle est active, disons la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou le Portugal, oui, certes, je suis en lien de solidarité financière, finalement, strictement, avec cette structure-là, mais vous ne pouvez pas avoir accès à ce qui s'y trouve parce qu'elle relève du droit des Bermudes. Puis aux Bermudes, on leur dit, vous pouvez créer cette structure-là tant qu'on n'en voit jamais la couleur. Alors, qu'est-ce que font les législations de complaisance? Elles créent une zone tampon entre les États dans laquelle circulent et sont administrés activement, sur un plan théorique, là, dans la théorie du droit, des milliers de milliards de dollars. Bon, 21 000 milliards de dollars, c'est 21 et 12 zéros. C'est un petit peu comme si la main invisible d'Adam Smith là, avait enfoncé ses ongles là, dans les interstices des États et avait créé cette zone tampon pour permettre au capital d'évoluer hors la loi. Et quand je dis que c'est théorique, c'est au sens où il n'y a pas d'activité réelle dans les législations de complaisance. On y mène, à part les zones franches où on fait travailler des enfants, des femmes, des hommes dans des conditions de misère, mais à part ça, il n'y a pas d'activité réelle. L'intérêt, c'est simplement, sur papier, de délocaliser des actifs dans des États qui permettent cette bulle financière, cette espèce d'économie céleste qui ne concerne aucun État. C'est cette espèce d'économie qui n'a pas d'ancrage. Et c'est le problème. Et en fait, si nous avions
à la tête des États de droit, je parle même pas encore de démocratie, on ne rêve pas, mais juste des États de droit, hein, qui seraient sérieux hein, dans le travail qui est le leur, qui consiste à donner de la consistance à cette idée de l'État de droit. La première chose qu'ils feraient, d'un point de vue diplomatique, c'est de faire ce que les États-Unis, dans un tout autre contexte, ont fait avec Cuba. C'est de mettre sous pression ces autorités-là, qui font absolument pas le poids, qui sont constituées de politiciens corrompus, qui sont strictement à la solde de la haute finance et qui écrivent les lois qu'on leur dit d'écrire. Ce sont simplement des huissiers, finalement. Bon, on mettrait sous pression ces législations-là en disant, vous, représentants des Bahamas, vous, représentants du Panama, vous, nous contestons telle ou telle loi parce qu'elle consiste en une ingérence politique sur notre territoire, parce que vous vous trouvez à légiférer la façon dont le capital qui est lié à des activités chez nous sera administré. Hein, c'est aussi gros que si tout d'un coup le Québec légiférait sur la façon dont la France allait traiter ses jeunes contrevenants. C'est aussi gros que ça. Hein, c'est une législation. Et c'est exactement ce que Margaret Vestager, courageusement, en commissaire européenne à la concurrence, a dit à l'Irlande en tordant tout ce qu'elle avait à disposition en termes de libellé juridique. Hein, quand, dans le cas d'Apple, elle a dit à l'Irlande, vous abusez de votre pouvoir législatif. Vous légiférez sur la façon dont Apple devra payer ses impôts partout en Europe et pas seulement chez vous. Hein, donc, en cela, il y a un travail diplomatique à faire, mais les États font exactement l'inverse parce qu'ils sont complices de la haute finance qui continue de bénéficier des avantages scandaleusement attribués par ces législations de complaisance. Elle dit on ne peut pas s'ingérer. Hein, la plupart des législations dans le monde, hein, la France, les États-Unis, on dit on ne peut quand même pas s'ingérer dans les affaires des Bermudes, hein, qui est un pays souverain, qui a le droit de voter ses lois, et on fait comme si l'ingérence politique se ferait dans ce sens, alors qu'elle a déjà lieu dans l'autre. Hein, et donc on inverse, c'est vraiment une sorte de, pour ne pas dire qu'on pervertit hein, l'analyse en faisant comme si on ne pouvait pas s'ingérer dans les affaires d'État qui, de par leurs lois, permettent au capital de s'ingérer tout à fait dans les affaires publiques des différents régimes de droit traditionnels. Bon. Le quatrième point, c'est sur la réplique. Bon, ça, c'est pas très conceptuel, mais j'en profite pour le... Est-ce que j'ai encore du temps? Je peux être bavard là-dessus. Hein? Encore du temps, mais... il faudrait que je conclue. Hein? C'est le coup de pied sur les chevilles. Oui, je dirais rapidement ceci, puis je vais conclure. 5 minutes? Oui. OK. Très souvent, on subit cette réplique qui consiste à dire le capital est au fond comme un petit garçon timide. Il faut l'encadrer, il faut le rassurer. Il est tout petit, le capital. Il est très timide, il est gêné. Il faut l'oxygéner, on dit aussi parfois. Il faut qu'il se sente bien. Non, il est oxygéné, il est dopé au nitrox, mais bon, on dit qu'il faut l'oxygéner. Et parce qu'il crée la richesse. Hein, il ne ponctionne pas la richesse, il la crée. Bon, et il crée de l'emploi. Bon, et évidemment, un régime qui asphyxie le capital avec des charges. Vous voyez tous les choix de vocabulaire, quoi, des charges hein, qui vont complètement le casser. Et puis, évidemment, dans un régime de concurrence, ils vont le chasser. Bon. Il y a rapidement quelque chose à dire par rapport à ça. C'est que, d'une part, je ne sais pas ici où ça en est, c'est une recherche qui pourrait être faite, mais chez nous, déjà, même le directeur de la Banque centrale du Canada s'en est inquiété. Beaucoup de multinationales ont des milliards de dollars dans leur coffre bancaire, dans leur compte bancaire. Ils ont tellement de fric qu'ils ne savent plus quoi en faire. Et puis, c'est pas vrai que congénitalement, une multinationale crée de l'emploi. Au contraire, l'emploi pour une multinationale, c'est un coût, comme l'impôt est un coût. C'est simplement comme ça qu'ils voient ça, parce que les comptables ont été formés dans des écoles publiques à partir des deniers publics pour penser comme ça. Bon, les écoles de commerce et autres. Donc c'est un coût. Donc, évidemment, moins on embauche de gens, mieux c'est.
Puis on le voit de toute façon avec la purge qui se fait dans différentes entreprises et dans un capitalisme financier. Bon, donc déjà, il y a un problème, c'est que ces entreprises-là croulent sous l'argent. Donc quand on les impose moins, elles vont pas, vous l'avez vu avec les mesures Hollande là, sur les cadeaux fiscaux, je ne me souviens plus, c'était 80 milliards qu'on avait donné au capital ici. Et il s'en est, ce 80 milliards-là s'est retrouvé probablement dans des coffres ici ou là s'il n'a pas été investi, quoi. Donc il n'y a pas un reflux mécanique là, qui veut qu'il y ait des formes d'investissement du moment que le capital croît. Bon. Deuxièmement, lorsque les firmes investissent, elles investissent très souvent dans des produits financiers qui ne nous concernent pas. L'essentiel des transactions financières internationales concerne des produits spéculatifs. On le sait ici, nous qui avons travaillé à Attaque, j'ai été à l'origine d'Attaque au Québec, là, avec la taxe Tobin, où on disait, voilà, de dire on achète des yens, on les vend en euros, on a des euros, on passe à la livre, on passe au dollar, ainsi de suite. Puis là, maintenant, c'est la même chose pour les actions, puis ça se passe en nanosecondes avec des algorithmes qui transfèrent des fonds massifs d'un support à un autre en faisant des gains marginaux pour, à la fin de la journée, quand même, avoir un beau magot. Quoi. Bon, mais ça ne nous concerne pas. Et enfin, quand on construit des biens matériel. Déjà, il y a tout le problème du pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'on préfère concevoir des médicaments pour des malades imaginaires qui ont de l'argent que pour des gens pauvres qui sont malades, quoi. Bon, déjà, il y a tout ce problème du pouvoir d'achat qui oriente la production. Il y a aussi le fait que la création d'emplois a lieu dans les zones franches, au Bangladesh, en Inde, en Chine, partout. Où on fait descendre les standards de la classe ouvrière mondiale. Bon, puis enfin, j'aurais pu parler du capitalisme financier, mais ça finit par déborder sur d'autres questions. Je finirai sur un mode quand même plus enjoué en disant cela, parce que non, je n'allais pas préconiser en conclusion le suicide collectif. Je dirais que parler des paradis fiscaux dans un cadre militant est une façon d'avancer. Il y a quelque chose d'assez magique avec cet objet des paradis fiscaux. Je ne sais pas si ça fonctionne de la même manière dans tous les espaces culturels. Mais je peux dire que, en ce qui concerne en tout cas une expérience que j'ai davantage vécue chez nous, mais je pense l'avoir observée ici aussi, en France et en Europe, les paradis fiscaux permettent de susciter un questionnement de nature politique chez des gens qui ont décroché de la politique. Et les paradis fiscaux, au fond, je le dirais comme ça, permettent encore de faire de la politique sans perdre ses amis, sans chasser ceux qui nous entourent. Parce que si on engage une discussion, ça peut être avec des collègues, avec des voisins, avec des camarades d'école, en disant camarades, je ne sais pas, voilà, la révolution, je ne sais pas, en appeler colère, les entreprises, le cabinet. C'est sûr qu'on crée le vide autour de soi. Bon, on n'est plus qu'entre nous, quoi. Et ce que j'ai beaucoup apprécié stratégiquement avec la question des paradis fiscaux, c'est qu'elle suscite le questionnement qu'on n'a même plus à prendre à son compte dès lors que l'objet est posé. Et c'est un objet qui a, en quelque sorte, même, je dirais, sa dignité publique, hein? C'est-à-dire que même des gens de droite vont considérer légitime de parler des paradis fiscaux. C'est un sujet, on nous invite sur des plateaux. D'abord, on peut avancer masqué, puis se présenter comme expert. Moi, on m'a longtemps présenté comme un expert. Et donc, on parle comme expert du sujet. Et très rapidement, tout d'un coup, il y a un questionnement politique qui vient d'autrui, qui est suscité par des gens qui ne sont pas nécessairement rompus à la chose. On va dire, mais comment ça se fait? Mais combien ça nous coûte? Mais qui en profite? Qu'est-ce que fait l'État? Ah oui, il est complice, mais depuis quand? Mais pourquoi? Mais ça sert qui? Et les questions viennent du public. Et c'est très intéressant, ça, d'en jouer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'avec Alexandre Gingras, j'ai fait ce petit film, là, Je ne savais pas que je savais, là, Didn't you know you knew, hein, pour toujours stimuler, au fond, le questionnement politique sur un mode, je dirais, séduisant. Hein, et sur un mode, au fond, rassurant. Hein, et je pense que la question des paradis fiscaux est un atout parce qu'ils ne sont pas justifiables
personne ne peut justifier, alors que tout le monde paie des impôts, qu'on est dans un état de droit. Je ne parle même pas encore de démocratie, je parle d'un état de droit. Personne ne peut justifier la chose. Et aujourd'hui, les paradis fiscaux menacent tellement l'état de droit qu'ils menacent pas seulement des politiques publiques sociales et de gauche, ils menacent la possibilité de s'organiser collectivement quant à la société que nous voulons. On n'en est même pas entre concitoyennes et concitoyens à s'écharper sur des politiques qu'on veut de gauche, de centre, de droite ou des extrêmes. On en est à se demander s'il va encore exister ce cadre dans lequel on peut s'écharper. Tellement, ce qui est mis à mal, c'est la possibilité de gouverner. Et je pense qu'ici, on le voit très bien parce qu'on est confronté à un régime, celui de ce nouveau président banquier, qui n'est même plus un État de droit, mais à mon sens, un État du droit. C'est-à-dire un État huissier qui est là pour émettre des permis de conduire, faire valoir des codes, des protocoles, ainsi de suite, pour gérer l'État, mais non plus pour faire de la politique. Et l'heure, quant aux paradis fiscaux, est à la politique. Merci Alain pour cette présentation qui va, j'imagine, susciter des réactions dans le public. Tu voulais des questions justement du public ou voilà, je pense que c'est l'occasion. Alors des questions, des réactions, des compléments. La parole. Est-ce qu'on groupe les questions? Oui, on va essayer quand même de regrouper effectivement par petits paquets les questions, appréciations, etc., etc. Et je vais essayer d'animer la chose de manière à ce qu'on ne s'étripe pas trop. Je prends les choses dans l'ordre. Il était question beaucoup d'agir par rapport aux banques, éventuellement multinationales. Qu'est-ce qu'on peut faire, à quelle échelle, ainsi de suite. Je pourrais ici, et c'est pertinent de le faire, ce serait pertinent, je ne le ferai pas, mais sortir un catalogue de mesures envisageables que des ONG dévouées produisent pour outiller le commun. Mais je dirais d'abord et avant tout ceci, je vais m'en tenir à ça étant donné le temps qui m'est imparti. C'est un point de vue et je ne suis pas encore sûr d'être en accord avec moi-même. Vous savez, Jacques Rigaud disait « même lorsque j'affirme, j'interroge encore ». Mais je tends à penser que c'est une erreur de se positionner comme pouvant régler ce problème-là. Et je ne suis pas pessimiste en disant ça. Je crois que la façon la plus juste d'aborder les choses serait de dire que ce système est cancérigène, qu'il est son propre adversaire, sa propre adversité, et que nous devons plutôt penser à l'accompagner dans sa chute. Nous n'allons pas, nous, avec nos faibles moyens, nous attaquer à la fois à Goldman Sachs, à ExxonMobil, à Monsanto, et à quoi encore. On voit bien que ce n'est pas comme ça que les choses vont se produire. Bon, les choses vont se produire autrement. C'est que ce régime-là ne tient pas ses promesses. Il est à bout de souffle. Et le problème qu'on a, nous, c'est que ça fait 150 ans qu'on attend marxiste après marxiste, la fin de ce régime, et à force de l'attendre, on a fini par penser qu'il ne finirait jamais. Ce qui est une erreur, mais aujourd'hui, c'est par le biais de l'écologie qu'on comprend que ce système-là n'est pas viable. Ce ne sera pas par le biais de la lutte des classes. Mais on comprend que lorsqu'on en est à chercher du pétrole dans de la boue, en Alberta, ou à 3000 mètres sous les eaux, au large de l'Angola, c'est parce qu'on est désespéré. Et quand on va chercher pour compenser ce pétrole qui n'existe plus, ou que sous cette forme, une forme qui suppose qu'on dépense 3 barils de pétrole pour en extraire 5, donc on en est à chercher du gaz, cette fois dans de la roche. On pulvérise des cailloux d'eau pour voir comment on peut trouver des extraits de gaz dans des cailloux. Et ensuite, on va creuser là, des cratères énormes dans lesquels on pourrait insérer la tour Eiffel pour remplir cette table-ci de lingots d'or. Parce qu'on va chercher des micro-pépites d'or à coups de cyanure, comme ça. Et le reste, et le reste. Et là, ensuite, on dit, mais il y a une transition à faire avec la voiture électrique, avec les batteries de pointe, avec les panneaux photovoltaïques, en sachant très bien que, d'un point de vue minier, on ne peut pas soutenir cette demande. Donc, ce régime est à bout. Il ne tiendra pas ses promesses. Il est en train de craquer de toutes parts. Et vous voyez des gens qui en profitent. Joseph Stiglitz,
Larry Fink, Lee Rockefeller, Raymond Becker. Continuellement, vous avez des gens, même George Soros ou Warren Buffett, qui, à un titre ou à un autre, vont constater que ce régime-là marche sur la tête. Donc, notre travail à nous, il n'est pas d'essayer de le renverser, il s'en occupe très bien lui-même. C'est d'accompagner cette chute-là pour que le jour où la plupart de nos concitoyennes et concitoyens porteront écoute à ce que nous disons, parce qu'ils sentiront vraiment que ça ne va plus. Hein, et que ce sera un principe de réalité de se dire que ça ne va plus, qu'à BFM TV, on nous ment tous les jours, que ça ne marche pas comme ça. Le jour où ça sera clair, il faudra que des gens éclairés soient capables d'occuper l'espace avant les fascistes. C'est ça qui nous attend. Et on voit aux États-Unis ce que ça donne quand on n'est pas capable d'occuper ce terrain-là. Donc, et au niveau de la présidence. Là. Et notre travail, il est de cette nature-là, à créer des micro-expériences, des projets pilotes, des tentatives, des modèles, pour que ces modèles à petite échelle-là d'aujourd'hui soient ceux à grande échelle de demain. Mais quand je dis grande échelle, je veux dire qu'ils pourront être démultipliés. Il ne s'agit pas de recréer des grands mondes, des grandes ONU, et ainsi de suite. Donc déjà, je pense que c'est plutôt comme ça qu'on peut aborder les choses que de se demander s'il ne faut pas faire du lobbying au sein de l'ONU pour qu'à l'ONU, on fasse quoi d'ailleurs? Est-ce que l'ONU a déjà fait quelque chose contre les multinationales? Bon. Donc je pense qu'on peut aborder les choses comme ça. En ce qui concerne donc le deuxième point, je réponds d'une manière un peu parallèle parce que tout ne sera pas absolument cohérent. Mais s'il s'agissait de jouer aux experts, s'il s'agissait de jouer aux experts et d'oublier ce que je disais tout à l'heure sur l'engagement politique et diplomatique des États pour neutraliser les paradis fiscaux à la source. On pourrait toujours dire qu'il pourrait y avoir un impôt sur le revenu des multinationales tel qu'ils le déclarent à leurs actionnaires. Et dire, par exemple, à Starbucks, nous estimons que X% de votre revenu relève de votre présence en France et nous allons vous imposer sur X% de ce revenu-là, indépendamment du fait que les fonds soient rendus au Luxembourg, en Suisse. Donc, rompre avec le principe de la domiciliation qui prévaut encore dans nos régimes fiscaux qui ont 200 ans de retard. Quoi. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait maintenant. Et ça supposerait quoi? Ça supposerait qu'on n'a pas besoin de passer par l'ONU, c'est une chose à peu près impossible, parce que l'ONU, si Claude Allègre disait que l'éducation nationale en France, c'est un mammouth, je ne sais pas ce qu'est l'ONU, là. Bon, en termes de... Bon. Donc là, s'il s'agit donc, les États pourraient déjà partir du principe du caractère déjà multinational des grandes entreprises et les imposer sur leurs revenus consolidés. Et s'il y a la rhétorique disant qu'un pays ne peut pas s'isoler et faire ça tout seul, on peut avoir des mesures planchées. Qu'est-ce que ce serait? Ce serait un pays qui dirait cela, on va vous imposer désormais sur la base de votre bilan consolidé au prorata de votre présence chez nous. Et cette loi entrera en vigueur le jour où X nombre de pays de l'OCDE, représentant X% de la population des pays de l'OCDE, auront voté une loi similaire. Donc, on crée même de l'émulation. Ça pourrait être fait, mais bon, il faudrait encore voter mieux, quoi. Les pertes, encore une fois, les pertes, là je reviens à mon analyse à la fois qualitative et quantitative, les pertes ne peuvent pas être évaluées parce que si on veut évaluer les pertes, il faut tellement se poser de questions que ça devient complètement spéculatif. Alors, si on se disait seulement dans un pays comme la France, où en serions-nous aujourd'hui s'il n'y avait pas les paradis fiscaux, donc si le taux d'imposition des entreprises, des sociétés était plus élevé, celui qu'on connaissait jadis, et donc qu'il y avait une dette moins lourde, donc un service de la dette moins prégnant, dans une économie où les gens seraient plus en santé, où ils auraient plus d'actifs, où il y aurait moins de tarifs sur les services publics, et une fonction publique en forme, et des services publics nombreux et de qualité. Là, on entre dans des... C'est plus du calcul, là, c'est plus... les pertes sont là. C'est toute la différence. Et donc, c'est une réflexion qualitative qui est en jeu et non pas une évaluation chiffrée, quoi, et sur le temps long aussi. Quand même 60 à 80 milliards aujourd'hui. Je ne nie pas qu'il y a des enjeux quantitatifs qui donnent une échelle, un ordre de grandeur, mais ça ne suffit pas pour faire le tour de la question et pour établir un diagnostic, je dirais, complet. Donc, je ne nie pas la pertinence des chiffres, mais je pense que ce serait une erreur de se lancer dans une guerre de chiffres parce qu'on aura toujours en face des experts à pointer qui seront juste là pour nous embrouiller sur cette question-là, alors que par le raisonnement, on accède à une pensée qui est à la fois plus juste et plus démocratique parce que tout le monde est à même de la partager. D'où sortent les paradis fiscaux? Très bonne question à laquelle on peut répondre rapidement. Du plan Marshall.
Les paradis fiscaux dans leur forme contemporaine. C'est qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis arrosent l'Europe de dizaines de milliards, de 14 milliards de dollars de l'époque. Et ce serait une erreur de penser que les Américains sont généreux et qu'ils ont pris 14 milliards de leur économie et qu'ils les ont transférés en hommes. Non, on a fait aller la planche à billets. C'est qu'on a inventé 14 milliards. Pourquoi? Parce qu'on a donné un marché continental aux entreprises états-uniennes qui étaient encore fonctionnelles. Et donc, on a dit, en gros, aux entreprises européennes, General Electric, United Fruit, nommez-les Boeing, vous avez l'Europe à reconstruire, on vous a mis là-bas 14 milliards de dollars, allez les chercher. Bon, et là, ça a donné un marché formidable et des capitaux que jamais les États-Unis ont voulu réintégrer à leur économie parce que leur économie n'a pas été amputée de cet argent-là. Donc, on a eu ce qu'on a appelé, et je vous invite à lire notamment Jean de Maillard là-dessus, ou les travaux que j'ai faits moi-même, on a eu, il est appelé la planète financière. Et pour la première fois de l'histoire du capital, des banquiers administraient, géraient une devise qui n'était pas celle de leur pays. Vous aviez des banquiers allemands, italiens, français, belges qui géraient des dollars. Et donc, très vite, ces dollars se sont trouvés, une fois que les retombées des reconstructions se sont faites, après un peu de temps, la reconstruction continentale se sont faites, on les a canalisés d'abord à Londres, qui était encore la place financière, et des vaillants Canadiens, un ancien ministre des Finances du Canada, Donald Fleming, un ancien haut placé du Parti conservateur, Jim McDonald, un ancien directeur de la Banque centrale du Canada, Graham Towers, le ministère des Finances du Canada lui-même et d'autres acteurs canadiens qui étaient déjà présents dans la Caraïbe britannique parce que, historiquement, l'Empire britannique a confié à des Canadiens toute l'intendance financière de la Caraïbe britannique. Donc, les banquiers canadiens qui étaient déjà là ont mis sous pression, pour ainsi dire, ils se connaissent, ils boivent le même whisky, les législateurs pour qu'ils aménagent ces petits pays de façon à avoir... à trouver des havres financiers, où là, tout d'un coup, la loi existait pour qu'on puisse gérer ces capitaux-là qui, de toute façon, étaient contrôlés par personne. Donc, les États qui ne contrôlaient pas ces capitaux-là sont devenus des paradis fiscaux qui ont, en quelque sorte, été dans ces instances ultra-permissives que l'on connaît. Et à cela, c'est doublé tout ce qui s'est passé autour d'Al Capone aux États-Unis. À savoir qu'Al Capone a été pincé non pas pour des raisons criminelles, mais fiscales. Et donc, le crime organisé aux États-Unis a compris qu'il avait intérêt à gérer ses capitaux en dehors des frontières américaines, d'où que des banques canadiennes aient accueilli à bras ouverts, j'en parle, j'ai 400 pages de plaisir là-dessus dans Paradis fiscaux, la filière canadienne, les fonds du crime organisé états-unien, d'abord aux Bahamas et ensuite aux Bermudes. Et je réponds à la question qui consistait à savoir... pourquoi les paradis fiscaux se sont développés, puis est-ce qu'ils en profitent? Les populations n'en profitent pas du tout. Pas du tout, sauf peut-être dans des pays qui font exception, comme le Luxembourg ou le Canada, en ce qui concerne les mines, parce qu'il y a une population qui arrive à travailler là grâce à ça, mais sinon, pas du tout. Pourquoi? Parce que vous avez des populations qui sont orphelines de toute institution publique. Vous avez l'équivalent de ce conseil municipal de Blois, là, qui est au pouvoir, qui est en lien avec les plus grandes banques du monde, avec les plus grandes industries du monde, et qui se font offrir une Rolls-Royce, un compte bancaire en Suisse blindé, puis tout ce que vous pouvez imaginer pour voter les lois qui sont attendues. Le ministre des Finances des Bahamas, au moment où les Bahamas sont devenus ce paradis fiscal que l'on sait en lien avec tout le modèle que développait là-bas l'ancien ministre des Finances du Canada, Donald Fleming, le ministre des Finances des Bahamas était Sir Stafford Sands, qui était en même temps membre du conseil d'administration de la Banque royale du Canada. Donc, à moins d'avoir subi une lobotomie, là, il pouvait le jour administrer son État en fonction des intérêts de la banque qu'il avait pour mandat de gérer le soir, quoi. Et en même temps, il était ministre du tourisme, c'est-à-dire responsable des casinos où la mafia américaine allait blanchir ses capitaux. C'est ça l'élite là-bas. Donc, ils n'ont aucun souci par rapport au bien commun. Les populations sont laissées à eux-mêmes. C'est une situation de déréliction. Et s'il s'agit... de dire un dernier mot sur des enjeux de pensée politique et de philosophie politique. Le problème des paradis fiscaux, c'est qu'il fait la synthèse entre ce qui consistait jadis en l'antinomie de la pensée étatique. C'est-à-dire que les États dans l'histoire, si on lit
Hobbes, Hume, Rousseau, Spinoza, Montesquieu, ainsi de suite, même si c'est des auteurs qui ne pensent pas du tout de la même manière, on le sait, les philosophes de la pensée politique et de l'État ont néanmoins toujours tablé sur une chose, c'est que l'État existait pour sortir les communautés de l'état de nature, c'est-à-dire d'un état de conflit permanent où il n'y a pas de règles. Hein, l'État est en quelque sorte une modalité par laquelle nous nous donnons d'une manière visible des règles de vie en société. Et le problème des paradis fiscaux, c'est que les paradis fiscaux réalisent la synthèse de cette antinomie, c'est-à-dire qu'on a des États qui légifèrent l'état de nature. Des États qui légifèrent la loi de la jungle, des États qui permettent ce que l'État vise à interdire en tant que structure. Et c'est là qu'il y a une perversion complète et qu'on devrait cesser de les appeler des États. Dans les pays concernés, lorsqu'on s'est soulevé, par exemple au début du 20e siècle, quand des banques canadiennes étaient à Cuba, à la Barbade, aux Bahamas, et régnaient et devenaient en maître et prêtaient de l'argent à United Fruit ou à Max Aitken pour mener des activités financières à grande échelle. Lorsque les pêcheurs se révoltaient parce qu'ils n'avaient pas accès à des prêts, même chose pour les agriculteurs, le Canada envoyait son armée pour mater les gens. Très souvent, les gens chez nous disent que le Canada n'a pas de passé colonial, puis ils se sentent donc supérieurs par rapport aux États-Unis, la France, le Portugal, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le reste. Mais moi, je trouve ça toujours drôle parce que si le Canada n'a pas de passé colonial, c'est parce qu'il est un passé colonial. Je veux dire, il est la créature de l'Empire britannique. Mais non seulement ça, mais il a un passé colonial en plus parce que c'est lui qui matait les populations dès qu'elles se révoltaient dans la Caraïbe britannique et qui faisait marcher au pas la population. Mais pour revenir à nos moutons, en ce qui concerne aujourd'hui, on parle de populations très pauvres, qui n'ont pas vraiment les moyens de s'organiser, qui sont insulaires, qui payent les seuls impôts qui restent, c'est-à-dire des droits de douane très élevés, alors qu'on est dans un contexte où on a besoin d'importer beaucoup de denrées de première commodité et des biens de première commodité. Et je vous réfère, pour en savoir plus, au travail de John Christensen sur la question. Il a parlé du offshore crude, la malédiction de l'offshore. Lui qui est un citoyen de l'île Jersey et qui a vu l'île Jersey devenir un paradis fiscal. Il a vu quelles conséquences ça avait pour les populations. Puis là, il s'est intéressé à d'autres cas, puis il s'est rendu compte que d'une manière générale, les populations souffrent de ce devenir-là, mais n'ont pas encore les moyens de se révolter. Puis il est difficile de se révolter quand on est isolé sur des îles, dans un archipel. C'est pas comme être dans un grand pays où il y a des millions de gens, quoi. Et on est face à une mafia, finalement, au pouvoir, qui compte sur l'appui des plus grands détenteurs de fortune au monde. Le rapport de force est tout à fait inégal. Je vais aller dans le sens de ce que vous disiez de manière plus encourageante. Ce que j'apprécie dans ce que vous avez souligné, c'est la place des idées aussi. Je pense que nous avons, disons à gauche, beaucoup régressé en passant de l'altermondialisme à l'indignation. Parce que nous sommes passés d'une pensée à un sentiment. Et aujourd'hui, l'axe gauche-droite, pour dissimuler en quelque sorte la crise du capitalisme, table sur des émotions. À gauche, on est indigné. Au centre, on a de l'espoir. À droite, on a de l'anxiété. Puis à l'extrême droite, on a de la haine. Bon. Et très souvent, à gauche, nous avons pensé d'une manière antinomique ou privative. On est insoumis, on est anticapitaliste, on est indigné, la situation n'est pas digne. Et donc, on se réfère à quelque chose qu'on n'est pas, sans être quoi que ce soit d'autre, que pas ça. Bon. Et il fut un temps où le mot socialisme avait un sens avant qu'on l'associe à des gens comme François Hollande ou Manuel Valls. Bon, et donc, du coup, il disait quelque chose, ce mot-là. Il portait une pensée, ne serait-ce que par son existence, quoi. Et qu'on soit capable de nommer ce que nous voulons, et de le porter, quitte à rebaptiser des choses, quitte à conceptualiser des choses, est important. Et cela nous fera penser autrement que dans le strict régime de la contestation. Moi, par exemple, je crois qu'on peut réhabiliter, j'y travaille, et j'en dirai pas plus maintenant, mais qu'on peut réhabiliter d'une manière tout à fait nouvelle et forte et stimulante et belle, même enjouer le mot économie.
C'est un grand mot, c'est un beau mot qu'on nous a confisqué pour le réduire au simple fait de l'intendance capitaliste. Oui, mais j'aime beaucoup les contraintes. Ça serait un autre débat aussi. Je préfère les contraintes à la liberté en termes de délibération publique. Mais bon, ça serait dans une autre soirée.